Oui, bonjour à tout le monde. Oui, après, vous avez entendu, vous nous avez, je dirais, presque malheureusement dit beaucoup de choses qu'on savait déjà. Des fois, on aurait aimé que vous nous disiez autre chose, mais ça confirme quand même de choses. Moi, je dirais, pour avoir, suivant qu'on est quelqu'un, après vous avoir écouté, quelqu'un de, je dirais, plutôt très pessimiste, voire à la limite du dépressif, on va se dire, peut-être ça va être compliqué, il faut vite aller prendre quelques cachets pour pas acheter de son prêt. Soit on est plutôt quelqu'un de plutôt optimiste qui va de l'avant, mais on pourrait se dire, bon, mais il y a du pain sur la planche et on ne va sûrement pas s'embêter les années à venir. Mais par contre, derrière tout ça, il y a un mot que vous n'avez pas peut-être prononcé, mais qui était un peu sous-jacent tout le temps derrière. C'est ce qu'on utilise pas mal dans le monde agricole. C'est le fait, le bon sens paysan. Vous en avez parlé, vous avez parlé des politiques dans les grandes économies qui n'ont pas forcément des stratégies qui vont dans le bon sens, qui ont d'autres intérêts. On l'a vu dans le département du Lot, il y a quelques jours, il y a quelques grandes personnalités de ce monde politique français qui sont passées. Leur objectif, c'est pas forcément faire du moyen voire long terme, c'est l'intérêt plutôt à court terme. Moi je dirais, est-ce que dans quelques conclusions que vous avez présentées, est-ce que vous pensez qu'encore il y a une chance que des choses pour nous changent plutôt par de l'initiative qui sera que locale, qui a été expliquée ici à Ferme-Figeac, ou est-ce qu'on peut encore penser qu'on peut avoir dans le futur, comme on a eu il y a des générations qui nous ont précédés, des grands hommes un peu au niveau national, au niveau international, qui peuvent quand même influencer les choses, parce qu'il y a tout ce que vous avez dit, il y a quand même des choses qui sont choquantes, et le fait quand même que, à la rigueur, si peu que ça parte dans un sens ou dans un autre, on peut avoir besoin de nous ou pas dans nos territoires. Est-ce qu'on fait, effectivement, vous l'avez dit, on pourra continuer à vivre que si effectivement on se démarque sur un certain nombre de valeurs qu'on a ici sur notre territoire et qu'on ne pourra pas lutter, notamment vers il y a des CETA, il y a des trucs, le CETA c'est fait, c'est pas plus la peine d'en parler, mais c'est signé, le Mercosur c'est grandement avancé, demain c'est l'Océanie, etc. Il y a des choses qui seront une réalité. Et voilà, moi il faut savoir un peu ce que vous en pensez, c'est savoir si vous pensez que c'est que par l'initiative locale ou est-ce que vous pensez qu'encore il y a quelques, je pense à tous les gens qui ont l'occasion de croiser au niveau international, quelques orientations qui peuvent donner des signes qu'il peut y avoir un virement de cap sur uniquement libéral et puis voilà. En fait, comme j'ai expliqué avec le premier schéma, on est entre deux mondes. Hein. D'ailleurs, le monde ancien qui tarde à disparaître, parce qu'il y a beaucoup d'inertie, et puis le monde de demain qui a des difficultés à naître. Et bon, toutes les analyses montrent que les changements sont en marche. On s'interroge sur plus la durée du changement, combien de temps ça va prendre, que sur la direction. Je crois qu'aujourd'hui, je l'ai expliqué rapidement, le consommateur a changé déjà. Alors, on a un indicateur très simple, hein, sur lequel on rigolait il y a quelques années, c'est le bio. Hein, il y a 10 ans, on parlait du bio, tout le monde rigolait, en disant qu'il n'y a aucune perspective. Aujourd'hui, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et ça va continuer à grimper. Donc ça veut dire qu'il y a un marché qui s'est ouvert. Et pourquoi le marché s'est ouvert? Parce que le consommateur a montré qu'il voulait autre chose que la malbouffe, hein, je simplifie. Et qui a réagi en premier? C'est le système de distribution. C'est la grande distribution qui a réagi. Bon, il faut savoir qu'en France, 95% des aliments, on les achète dans les supermarchés. Donc le fait que la distribution réagisse très vite, ça envoie ensuite des signaux dans toute la filière. Mais il y a beaucoup plus d'inertie lorsque vous remontez dans la filière que lorsque vous êtes au contact du consommateur. Il y a beaucoup d'agilité, comme on dit aujourd'hui, au niveau de la grande distribution, mais moins dans l'industrie, hein, parce que ce qui est confronté à la grande distribution, c'est l'industrie. Là, ils ont des schémas productifs, etc., qui ne veulent pas changer, parce que, encore une fois, ils continuent à gagner beaucoup d'argent dans le modèle 100% marchand. Mais demain, ils en gagneront de moins en moins parce que le changement climatique, c'est plus fort. Ça va être plus fort que l'argent, c'est ça. Les facteurs de changement, ils sont là. Ensuite, si vous remontez la filière, c'est la même chose en agriculture. Hein.
peut-être pas ici, mais si vous allez dans le bassin parisien, il y a énormément de difficultés pour les céréaliculteurs à changer de modèle. Aujourd'hui, avec la chute du cours du blé, ils réfléchissent un peu plus. Il y a quelques années, ils disaient pourquoi vous voulez que je change, je gagne beaucoup d'argent avec ça. En plus, la PAC nous fait un chèque de tous les ans en fonction de la superficie, etc. Et puis, je remonte la filière, l'inertie la plus considérable, c'est dans l'agrofourniture. C'est là que le changement des produits, des modèles techniques, etc. est le plus long. Et encore une fois, ça s'explique parce qu'il y a des modèles d'affaires qui continuent à gagner beaucoup d'argent. Alors le changement, il se fait par le consommateur, mais il faut que les consommateurs qui demandent un changement, évidemment, soient suffisamment nombreux. Et c'est là qu'on observe ce qu'on appelle la société civile. Tout le tissu associatif change. Et il fait des pressions, comme j'ai expliqué, à partir du bas vers le haut. Alors ce qu'on peut espérer, si vous voulez, c'est que les gouvernements nationaux et l'Union européenne finissent par entendre le message. Et pour des raisons politiques, ça va finir par se faire. D'autant plus que ce n'est pas simplement un phénomène européen. Quel est le pays qui aujourd'hui réagit le plus vivement face au scandale alimentaire? C'est la Chine. Les Chinois sont très préoccupés par ça. C'est pour ça qu'ils investissent en France, parce qu'ils savent qu'on a des standards de production très exigeants. Donc vous voyez, c'est un phénomène mondial. Il faut des pressions, et puis il faut qu'à un moment donné, il y ait des décisions courageuses sur la fiscalité. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je parlais de la taxe carbone. Tant qu'il n'y aura pas de taxe carbone, on va continuer à polluer. Et évidemment, on va voir. Mais quand vous voyez qu'à Paris, il y a des pics de pollution qui sont effrayants, et dans la plupart des grandes villes mondiales, c'est comme ça, les citadins qui habitent là-dedans, ils disent c'est plus supportable. Parce que c'est une question de vie. J'ai parlé des maladies d'origine alimentaire, mais les maladies respiratoires, c'est pire. Donc ça, c'est ça qui fait bouger les choses. Alors il y a une autre question dans la gouvernance, si vous voulez, c'est aller vers plus de gouvernance partenariale, c'est-à-dire pas simplement l'argent que je peux mobiliser pour faire du lobbying, mais aussi, disons, des convictions plus philosophiques, j'allais dire, qui font bouger les choses. Ça, c'est très important. Et donc, par exemple, à Bruxelles, il faudrait pouvoir rééquilibrer cette histoire de lobbying, parce qu'aujourd'hui, le lobbying, il se fait avec l'argent, uniquement. Il faudrait réformer les institutions pour aller davantage dans ce sens. D'autres questions? Mary? Bonjour, j'avais une question, c'est est-ce que vous pensez que le scénario alternatif, il est valable par rapport aux pays subsahariens, par exemple d'Afrique subsaharienne? En tout cas, comment on peut passer d'un modèle d'agriculture de subsistance que vous avez présenté à un modèle territorialisé dans des pays où on est encore à une forme d'agriculture qui est très différente? J'aime bien cette question parce que elle est vraiment très, très pertinente sur la question de l'eau. Écoutez, la réponse, elle est dans la ferme Songhai. Il y a 30 ans au Bénin, on a inventé des choses similaires ici qui sont tout à fait valables et pertinentes. Le gros problème, je viens de finir un bouquin sur la sécurité alimentaire mondiale, et je suis allé voir un certain nombre de dirigeants dans les pays du Sud, etc. Et ces gens-là sont fascinés par le modèle agro-industriel, mais vraiment fascinés. Et ils nous disent, dans cela je parle de ministres, etc., ils nous disent, mais regardez, ça va très bien marcher chez vous, pourquoi vous voulez nous interdire ça? Et ça, c'est comment le formatage intellectuel. Bon, en plus, il y a le fléau de la corruption, etc. Ça, c'est terrible. Mais il ne faut pas croire que les pays du Sud doivent passer par la case agro-industrielle. C'est ça le grand débat aujourd'hui. Ils peuvent passer du modèle traditionnel à l'agroécologie. Et Nsamujo, il l'a démontré chez lui. Mais évidemment, ça passe beaucoup moins bien du point de vue politique. Même si la ferme Songhai que j'ai présentée sur la diapo, elle a été visitée par les plus hautes autorités mondiales. Nicolas Hulot, il est allé il n'y a pas longtemps. Le directeur général de la FAO, il va. Des ministres d'autres pays d'Amérique latine. Et ça finit par faire son chemin. Mais il ne faut surtout pas dire qu'il y a eu un bouquin il y a quelques années qui s'appelait « Les étapes de la croissance économique », un Américain. Et il dit, voilà, pour avoir de la croissance, il faut faire ça, 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 ça. C'est ce que nous, Américains, on a fait. Eh bien non. Non, il faut dire non. Et il y a d'autres prospectivistes, par exemple
Rifkin, dont on parlait hier, un prospectiviste américain, qui dit mais cette société concentrée, financiarisée, elle va dans le mur, et donc il faut passer à une autre société qui est la société décentralisée, avec des structures plus petites, plus conviviales, connectées entre elles, parce qu'on ne va pas évidemment renoncer à ce trésor qui est la connexion Internet, évidemment, et y compris pour la gestion des énergies. L'avenir, ce n'est pas des super centrales nucléaires, c'est sûr, hein. C'est l'autonomie énergétique, c'est exactement ce que vous faites ici. Moi, je voudrais mettre l'accent sur le consommateur de demain, qui sont les enfants d'aujourd'hui. Donc l'importance de ce que nous donne dans la restauration collective, dans les cantines, les collèges. Donc je pense que déjà le politique a un rôle important de décider de donner des bons produits. L'enfant d'aujourd'hui, ça va être le consommateur de demain. Donc si on l'explique que normalement les tomates ne poussent pas à Noël, elles poussent une saison pour la tomate. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tous les produits tout le temps. Il y a des produits à certains moments qui ont un certain goût. Et que pour les produire, il y a un travail derrière. Donc quand vous parliez de sectorisation du territoire, c'est très important. Ça veut dire que si nous, dans nos établissements, on dit on a un produit qui vient de tel endroit, la personne qui produit vient expliquer comment il fait, quel temps il faut pour le faire, pourquoi ça a un goût, c'est très important. Si les enfants peuvent aussi aller se déplacer, aller voir. Donc on a un territoire qui est riche en diverses productions, mais je pense que c'est ce qu'il faut mettre vraiment en avant. Mon avenir se prépare aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux leviers. Il y a le levier, le politique, là, local, a un rôle très très important. Il faut qu'on prenne ces décisions-là, il faut qu'on les prenne localement. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, les enfants sont d'excellents prescripteurs pour les parents. Et donc, si on change les menus dans les cantines, mais aussi si on associe au moins une fois par an, les enfants à la préparation des aliments, et puis si encore mieux, on amène les enfants dans les fermes, c'est ce qu'il faut faire, des fermes pédagogiques, c'est très important. Hein. On va changer beaucoup de choses sur une génération, mais en même temps, ils vont parler à leurs parents. Et quand ils vont faire les rayons des supermarchés, ils vont leur dire non, il vaut mieux aller chez Gambert. Moi, je sais nourriture. Vous avez tout à fait raison. Et bon, d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives que j'ai pu voir en France ou ailleurs sur, disons, la réforme des cantines scolaires dans ce sens, hein, avec du bio, du local, aussi la cuisine. C'est-à-dire qu'il faut abandonner ces idées de super cuisine centrale où vous faites des milliers de repas par jour, distribués de façon anonyme et avec des fours micro-ondes pour décongeler. Ça ne va pas. Il faut revenir à des pratiques, j'allais dire, plus culturelles, plus saines. Hein. Et, bon, alors le principal problème que je vois là-dedans, si vous voulez, c'est qu'on sent que ça bouge beaucoup dans la restauration collective. Mais la connexion avec le monde rural, avec les filières, elle se fait mal. Et je cite toujours l'exemple de Montpellier, où je travaille, où la métropole de Montpellier a fait un plan de bonne gouvernance alimentaire, et centré sur la restauration collective. Et dans le même temps, moi j'ai participé au programme Agriculture 2020 de la Chambre d'agriculture de Léon, où justement on développait de façon durable les filières, etc. Et la connexion entre les deux ne s'est pas faite, ou elle s'est faite très tardivement. Il aurait fallu faire un programme alimentaire, départemental, madame, hein, puisque vous êtes au conseil départemental, pour connecter les producteurs avec les consommateurs. Et l'approche, c'est vraiment le territoire. C'est-à-dire qu'il faut faire... Bon, aujourd'hui, on a les états généraux au niveau national, mais à mon avis, ça va peut-être pas déboucher sur des choses extraordinaires, mais il faut faire les assises départementales de l'alimentation, les assises régionales, où vous mettez autour de la table tous les acteurs des filières, les consommateurs, les institutions, les politiques, etc. Et c'est comme ça que les gens vont se connaître et ils vont apprendre à travailler ensemble et on va rectifier le cap. Parce que, bon, la facilité, c'est ce qu'on appelle en prospective le fil de l'eau. Scénario au fil de l'eau. On m'embarque sur le fleuve, puis je me laisse porter, etc. Et ça ne fait rien s'il y a une cataracte qui arrive et puis ça va engloutir tout le monde. Hein, vous voyez ? Donc c'est ça. D'abord le débat, les controverses, etc. Et après, la stratégie, la programmation, etc. Et vous avez tout à fait raison, cette histoire de restauration collective est fondamentale.
Pardon? Avec les femmes de Figeac et de Bagnac, on a créé des jardins à l'intérieur du collège pour que justement les enfants apprennent la production, la récolte. Et ce qui a loupé, c'est justement les parents qui n'ont pas été pendant l'été, le temps de la récolte et le temps de l'arrosage. L'enfant ne suffit pas, c'est vraiment une démarche où il faut prendre toute la famille. Et c'est l'apprentissage, on en est au début, mais il y a tout le monde à rééduquer. Je sais, j'ai entendu parler de ça, mais je crois qu'il ne faut pas aller dans cette direction. C'est une bonne idée de faire les jardins dans les écoles, mais il faut beaucoup mieux faire ce que j'appelle les fermes pédagogiques, c'est-à-dire que, et c'est là qu'est la réalité, parce que le jardin de quelques mètres carrés de la cantine scolaire, bon, il va avoir du mal à approvisionner, etc. Il vaut mieux aller voir les acteurs sur le terrain, et c'est vrai qu'il faut amener les parents, il faut que la famille y aille, etc. Là où je voudrais insister, c'est notre capacité à produire, parce qu'on est dans des zones de montagne, où on a de la forêt et de l'herbe. Par ça, après c'est la marge. Et la neige, c'est pour nettoyer l'atmosphère. Donc derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Bilan carbone, on est plutôt positif, puisque nos forêts et notre herbe fixent le carbone. Mais pour avoir de l'herbe, il faut avoir des animaux qui la pâturent et qui entretiennent le patrimoine et l'environnement. Et moi, la question que je me pose, c'est quid des végans? Les opposer à la nourriture de production animale, qui viennent dans les abattoirs, font des films et expliquent la maltraitance animale, etc. On va avoir de sérieux problèmes si on n'arrive pas à faire comprendre aux consommateurs que pour consommer un animal, c'est difficile quand il est vivant. Bon. C'est vrai que quand il y a aussi une part de la population qui considère que le poisson c'est pas un animal mais que c'est un rectangle, c'est un peu compliqué aussi. Bon. Alors l'avantage aussi du balcon aménagé pour accueillir la poule pour manger la feuille de salade va faire comprendre aux gens quand même que la poule elle veut faire un œuf. Que c'est pas un tétrapack avec de l'œuf dedans. Parce qu'on allait dans un niveau d'inculture à un moment. Mon voisin derrière, tout à l'heure, m'expliquait qu'il y avait une question d'une dame qui considérait que, expliquez-moi pourquoi une vache, quand elle est vache laitière, elle est laitière toute sa vie. Elle commence à faire du lait, puis elle va le faire pendant des années. Et combien de temps qu'elle dure? Il faut commencer à leur expliquer qu'il faut qu'elle fasse un goût, parce que les mammifères, c'est comme ça. Mais si c'est une dame qui a eu un enfant, elle ne peut pas comprendre. Voilà. Mais tout ça, on est dans un système, si vous voulez. Après, on parle de circuit court. Le circuit court, ou le locavore, quelque part. Bon. Moi, je m'interroge avec ma population vieille, mon absence de monde et beaucoup de vaches. Puisque dans le Cantal, la particularité, c'est qu'il y a 150 000 habitants et il y a 450 000 vaches. Et j'avais un préfet un jour qui expliquait, oulala, le Cantal, il y a du monde, j'ai 3 vaches pour un habitant, il n'y a aucun problème, j'ai du boulot. Et par rapport à ça, ça m'interpelle par rapport au consommé local. Parce que je pense qu'il faudrait qu'on soit capable aujourd'hui, parce que l'important c'est d'aller vers quelque chose, mais quand on veut toucher un objectif, il faut être... c'est comme un coup de fusil, hein. Soit vous êtes derrière, soit vous êtes devant, mais vous loupez. C'est d'arriver au bon endroit au bon moment. Et quelle est la capacité de temps que l'on a pour pouvoir convaincre des consommateurs que du consommé local, je pense que ce n'est pas le consommé local qu'il faut qu'on mette en avant, mais c'est le consommé de quelque chose qui a été transformé quelque part, qui peut être loin, mais avec peu de transport entre l'animal, l'abattoir et l'entreprise ou la ferme qui transforme le produit pour aller le vendre au consommateur et l'amener là où il y a des centres de consommation. Parce que quand vous dites que ça va se concentrer encore au niveau des grandes agglomérations, qu'il y aura de moins en moins de monde dans nos milieux ruraux, ça a des limites pour le consommé local, puisque s'il n'y a que ceux qui produisent, qui consomment, on va avoir du mal au niveau des individus à consommer tout ce qu'on va produire dans des régions comme les nôtres. Donc après, voilà, il y a des interpellations importantes et moi je veux vous féliciter pour la présentation que vous venez de faire parce qu'elle fait aussi lever la tête parce que le problème du paysan aujourd'hui c'est qu'il a tellement d'emmerdements souvent qu'il en arrive à regarder l'immédiat, à regarder un peu plus loin et que ne pas voir loin c'est un peu comme nos politiques qui ont des gros problèmes de vue par rapport aux orientations. Merci, monsieur.
souligné des points très importants. Bon, quand même, par rapport à ce que vous avez dit à la fin, là, je rappelle ce chiffre, hein, 2 tiers de l'humanité dans l'espace rural et des villes de moyenne importance, petite ou moyenne importance, et 1 tiers dans les mégalopoles. Le phénomène des mégalopoles, il va atteindre un sommet, un plafond, hein, parce qu'il y a tellement de problèmes générés par les grandes concentrations humaines, puis ça coûte très cher, que finalement on va revenir ou aller plutôt vers un aménagement plus équilibré du territoire. D'ailleurs, on constate ça en France aussi, hein, c'est ce qu'on appelle les zones urbaines, hein. D'ailleurs, villes de moyenne importance, etc., ça a plutôt tendance à croître avec une stabilisation des grandes agglomérations. Hein. Je crois que pour le rural, c'est pour ça que je vais revenir à ce que disait M. le maire tout à l'heure, c'est inadmissible, si vous voulez. Moi, j'ai essayé de... J'ai même pas de signal téléphonique ici, je suis à SFR, il y a quelque chose qui ne va pas. Internet, c'est pas. Le haut débit, le très haut débit est une priorité absolue pour les zones rurales. Priorité absolue. Et c'est pas ça qui coûte cher. Quand vous comparez ce réseau avec 1 kilomètre d'autoroute, il n'y a pas photo. Donc il faut qu'il y ait une pression. Bon, là, malheureusement, il faut attendre 2022, mais il faut qu'il y ait une pression pour que ça vienne avant. Parce que l'économie du futur, c'est une économie connectée. C'est indispensable. Et pour les zones rurales, vous créerez d'autant plus d'emplois et vous attirez d'autant plus de jeunes que, premièrement, ce sera bien connecté à très haut débit. Mais deuxièmement, il faut maintenir les services, l'école, la clinique, les services administratifs, tout ça. Il ne faut pas qu'on fasse 1 heure de voiture pour aller vers les services. Donc il faut remailler le territoire. On a ce problème aussi dans les hauts, il y a les hauts cantons qui sont complètement paumés. Et il faut absolument reconnecter tout ça avec la réalité. Excusez-moi, vous savez l'histoire de L214, les végans, tout ça, c'est des épiphénomènes qui sont mis en exergue par les médias, parce que ça fait vendre du papier, etc., ou de l'image. Mais en fait, si on regarde les attitudes des consommateurs, bon, en particulier pour la viande bovine, hein, ce qu'ils croient aujourd'hui, ce n'est pas la consommation de viande bovine, contrairement à ce que disent certains, mais c'est le porc et la volaille surtout. Hein. Ce qui est en cause, c'est le modèle maïs, soja et élevage entravé. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup pour votre rapport et le moment qu'on a passé voilà, dans ce sujet. Et je vous invite à aller... on va se réjouir. Merci.